S'entraîner pour aller dans l'espace. Mais sous la mer, l'idée est, on peut le dire, assez surprenante. C'est vrai que ça interpelle. Et pourtant, c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment ces laboratoires sous-marins habités sont devenus des simulateurs incroyablement réalistes pour préparer les astronautes. Oui, pour les préparer aux défis des missions lointaines surtout. On va donc explorer ce lien un peu fou entre les grands fonds et l'espace. Pourquoi cette méthode? Comment ça se passe concrètement? Surtout dans ce fameux labo Aquarius. Exactement. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur l'analyse et l'expérience de Maxim Zaïtsev, qui est un spécialiste russe. Il forme les cosmonautes aux sorties dans l'espace. Il partage ici ses propres réflexions basées sur ses recherches. Oui, c'est important de le préciser, ce sont ses points de vue personnels issus de ses travaux. Bon, alors, commençons par le début. Pourquoi choisir les fonds marins pour simuler l'espace? Ça paraît quand même paradoxal, non? Oui, l'idée peut surprendre, mais en fait, la clé, c'est pas tant de recréer parfaitement l'environnement physique de l'espace. Même si on essaye un peu, pour la gravité, j'imagine. Oui, on y travaille bien sûr avec la flottation, mais le plus important, c'est de simuler l'environnement psychologique et surtout le danger réel, permanent d'une mission. Contrairement aux simulations sur Terre. Exactement. Sur Terre, même dans une chambre d'isolement hyper sophistiquée, le secours, il est jamais vraiment loin, quoi. L'hôpital est à côté, entre guillemets. D'accord. Mais sous l'eau, dans un habitat où on vit en saturation, cette porte de sortie, elle disparaît quasiment. Ah bon? On peut pas juste remonter vite fait s'il y a un pépin? Ben non, justement. C'est là qu'intervient ce concept fondamental, la maladie de décompression. La maladie des caissons, comme on dit. Ah oui. Quand on reste longtemps sous l'eau, le corps se sature avec les gaz de l'air qu'on respire, surtout l'azote, à cause de la pression. La pression est plus forte, c'est ça? Beaucoup plus forte. À 15 mètres, là où est Aquarius, on est à environ 2,5 fois la pression normale au niveau de la mer. Donc l'azote se dissout massivement dans le sang, dans les tissus. Un peu comme le gaz dans une bouteille d'eau gazeuse? C'est une très bonne image, oui. Si on ouvre la bouteille trop vite, hop, ça fait des bulles partout. D'accord. Pour le corps, c'est pareil. Si on remonte trop vite après avoir été saturé, l'azote forme des bulles dans le sang, dans les articulations, partout. Et ça peut être très grave. Grave comment? Ça peut bloquer la circulation, causer des dommages neurologiques terribles, des douleurs atroces. Ça peut même être mortel. Et du coup, pour éviter ça, il faut remonter lentement, Très lentement. extrêmement lentement. Après une mission de plusieurs jours à 15 mètres, la procédure pour revenir à la pression normale, ça prend, tenez-vous bien, environ 18 heures. 18 heures? Pour remonter de 15 mètres. Oui. C'est un processus très long, très contrôlé. En général, on le fait dans l'habitat lui-même, en faisant baisser la pression intérieure tout doucement avant de sortir. Oh. Et comparé à un retour de l'ISS? Un retour d'urgence de la Station spatiale internationale, c'est de l'ordre de 3 heures environ pour être seul. Donc vous voyez la différence. Oui, c'est énorme. Cette quasi-impossibilité d'évacuer rapidement, ça change tout dans la tête. Le stress n'est plus le même. Donc ce risque lié à la décompression, c'est plus qu'un outil de simulation en soi. C'est exactement ça. C'est ce qui rend l'expérience si réelle, si viscérale. Le moindre problème technique et la moindre erreur, qui serait peut-être anodine ailleurs, Là, ça prend une autre dimension. voilà. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas juste sortir. Ça crée une tension, une conscience du risque, tout le temps. C'est très dur à simuler autrement. Ce stress authentique, quoi. Oui, cette conséquence réelle et immédiate, c'est ça qui rapproche l'expérience de ce que pourrait être une mission vers Mars ou un astéroïde lointain. D'ailleurs, c'est pas un hasard si tous les cosmonautes russes, par exemple, sont formés à la plongée. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi maintenant. C'est logique. Tout à fait. Alors parlons de ce fameux habitat Aquarius, Aquarius Reef Base. C'est où? Qui l'utilise principalement? Alors, Aquarius, c'est aujourd'hui le seul labo sous-marin permanent qui soit vraiment dédié à la science et qui soit opérationnel dans le monde, à ma connaissance. Le seul. Oui, il est posé par environ 15 mètres de fond dans une zone protégée, le sanctuaire marin national des Keys, en Floride, près de Key Largo. D'accord. C'est une structure qui fait à peu près la taille d'un bus scolaire. Et depuis 2000 ans, c'est surtout la NASA qui l'utilise énormément pour ses missions NIMO. NIMO. Ça veut dire quoi, NIMO? C'est l'acronyme pour NASA Extreme Environment Mission Operations. En gros, mission opérationnelle en environnement extrême de la NASA. Ok. Ce sont des missions où des astronautes, mais aussi des ingénieurs, des scientifiques, vont vivre et travailler sous l'eau, parfois jusqu'à 3 semaines d'affilée. Et le but, c'est quoi? C'est de tester des concepts pour l'exploration spatiale, du nouveau matériel, des procédures, et surtout d'étudier comment l'équipage fonctionne ensemble, comment ils gèrent le stress, leur performance dans des conditions qui ressemblent à l'espace. C'est souvent très international d'ailleurs, la NASA, l'Europe, le Canada, le Japon. Tous collaborent là-dessus. Exactement. Pour cette fidélité psychologique qu'on recherche. Et justement, sur cette fidélité psychologique, ce stress ambiant, Maxim Zaïtsev raconte une anecdote assez incroyable, qui illustre ça parfaitement, mais avec quelque chose de très banal. Ah oui, hein? L'histoire des toilettes d'Aquarius. Ça fait sourire au début, mais c'est tellement révélateur de cet environnement. Racontez-nous ça. Bon, au départ, le système était simple. Un tuyau qui évacuait les eaux usées directement dehors. Logique? Sauf que,
Eh ben, autour du récif, il y a beaucoup de vie marine, et cette source de nutriments, disons, elle a beaucoup intéressé les poissons et les autres petites bêtes. Hein? Je vois le problème. Le tuyau se bouchait tout le temps, c'était ingérable. Et donc, comment ils ont fait? Bah, comme une réparation vraiment durable était trop compliquée à faire sous l'eau, la solution trouvée est, pour le moins, opérationnelle. C'est-à-dire? Pour aller aux toilettes, les aquanautes, les membres de l'équipage, doivent mettre leur équipement de plongée complet. Non. Si, sortir de l'habitat principal, nager quelques mètres jusqu'à une petite annexe, le porche humide. C'est une sorte de cloche métallique, ouverte vers le bas, posée sur le fond, où il y a une poche d'air. On peut y rentrer et sortir la tête de l'eau un instant. Une sorte de sas. Un peu, oui. Mais les toilettes, elles, il faut les utiliser à l'extérieur de ce petit refuge, dans l'eau. Attendez. Pour aller aux toilettes, il faut faire une sortie en scaphandre. Voilà, c'est ça. Une tâche du quotidien, la plus banale qui soit, devient une mini-sortie extravéhiculaire. Une sortie dans un milieu hostile où il faut être vigilant. C'est fou. Ça peut paraître anecdotique, mais ça renforce en permanence cette idée. On n'est pas dans un simulateur tranquille. Chaque geste, même intime, est lié au danger extérieur. C'est ce rappel constant du risque. C'est ça qui manque souvent aux simulations sur Terre. Et j'imagine que cette tension constante, ça doit jouer sur la façon dont ils font les autres tâches, les tâches plus techniques. Mais c'est tout l'intérêt. Étudier comment les équipages gèrent ça, cette charge mentale en plus, comment ils restent concentrés sur des tâches critiques malgré la fatigue, le stress, l'isolement et ce danger sous-jacent, c'est essentiel pour préparer les missions de longue durée vers Mars par exemple. Justement, ces tâches critiques, qu'est-ce qu'ils simulent exactement sous l'eau, à part gérer le stress et la vie quotidienne? Les activités sont très variées et elles sont directement liées aux futurs objectifs d'exploration de la NASA et des autres agences. Un gros morceau, c'est la télémédecine. La médecine à distance, hein? Oui, et même la chirurgie assistée à distance. Comment on simule une opération chirurgicale sous l'eau? Avec des mannequins. Oui, avec des mannequins médicaux très avancés et des simulateurs. Par exemple, on peut demander à un membre d'équipage, qui n'est pas médecin, de réaliser une procédure comme une petite chirurgie par caméra, laparoscopie simulée. Guidés par un expert à distance. Exactement. Guidé par la voix et l'image, par un chirurgien qui est peut-être à des milliers de kilomètres. Ou alors un astronaute qui est médecin à bord peut utiliser des bras robotiques pour opérer. Et ces bras sont contrôlés depuis la Terre. Oui, avec un délai dans les commandes pour simuler la distance Terre-Mars, par exemple. D'ailleurs, on a vu une expérience un peu similaire sur l'ISS récemment, avec un petit robot chirurgien, Mira, testé dans une boîte et piloté depuis le sol. Fascinant. Et ça a des applications sur Terre aussi, j'imagine. Bien sûr, pour toutes les zones isolées, les déserts médicaux. C'est très pertinent. Logique. Et pour les sorties dans l'espace, les EVA, comment on simule ça sous l'eau? Alors, les sorties hors d'Aquarius, qu'on appelle donc des sorties en eau, waterwalks, c'est vraiment le cœur de beaucoup de missions NIMO. C'est l'équivalent sous-marin des sorties extravéhiculaires, les EVA. Les fameuses marches dans l'espace. Voilà. Et les ressemblances sont fortes. Les aquanautes portent un équipement lourd, un scaphandre autonome. Comme une combinaison spatiale, mais pour l'eau? C'est ça. Leur mobilité est réduite, ils doivent gérer leur air, suivre des procédures hyper strictes, communiquer avec leur centre de contrôle, qui peut être dans Aquarius ou à la surface. Ils travaillent souvent à deux, dans un environnement qui peut être déroutant. Quelles sont les différences principales avec une vraie sortie spatiale? La différence physique majeure, c'est le sens de la pression. Sous l'eau, la pression vient de l'extérieur, elle comprime tout. Dans le vide spatial, c'est l'inverse. La pression est à l'intérieur de la combinaison et pousse vers l'extérieur. D'accord. Mais pour s'entraîner aux gestes complexes, à la coordination, à manipuler des outils, la simulation sous l'eau, elle reste irréplaçable sur Terre pour la longue durée. Et la gravité? Comment on fait pour simuler la gravité de la Lune ou de Mars? Ah, c'est là que l'eau est géniale. On utilise des systèmes de poids et de flotteurs fixés sur le plongeur et son équipement. Pour le rendre plus léger ou plus lourd? Pour atteindre ce qu'on appelle la flottabilité neutre hydrodynamique. En gros, on ajuste tout pour que l'ensemble, plongeur plus équipement, ait la même densité que l'eau. Comme ça, on ne flotte ni ne coule. On annule l'effet de la gravité terrestre. Et pour simuler la Lune? On ajoute juste assez de poids pour que l'aquanautre ressente environ 1/6 de son poids terrestre. Pour Mars, un peu moins de poids, pour sentir environ 1/3 G. C'est le même principe que dans les énormes piscines d'entraînement de Houston ou de la Cité des Étoiles. Mais l'avantage d'Aquarius, c'est qu'on peut le faire longtemps. Exactement. On peut faire ces simulations de gravité réduite pendant des heures, jour après jour. C'est impossible en avion 0G, les vols paraboliques, où on n'a que 20-25 secondes d'apesanteur à chaque fois. D'accord, donc ils flottent comme sur la Lune ou Mars. Et ils font quoi pendant ces sorties? À quoi ils s'entraînent? À plein de choses très concrètes. Ils simulent l'assemblage de structures, des morceaux d'habitat, des panneaux solaires, ils testent des outils qui sont prévus pour l'espace, ils s'entraînent à ramasser des échantillons de roches, comme le feraient des géologues sur une autre planète, Avec des vraies roches? avec des roches placées là exprès sur le fond marin. Ils déploient aussi et utilisent des petits robots mobiles, des rovers adaptés à l'eau, pour simuler l'exploration de surface. Maxime Zaitsev donne un exemple très parlant. Une simulation de mission vers un astéroïde. Ah oui. C'était une idée de la NASA à un moment. Aller capturer un petit astéroïde pour le ramener près de la Lune et l'étudier. D'accord. Et sous l'eau?
Ils ont simulé ça avec un petit sous-marin qui jouait le rôle du vaisseau spatial. Et un plongeur, attaché au bout d'un bras robotique qui simulait le bras du vaisseau, devait aller s'ancrer sur une structure qui imitait l'astéroïde et prélever des échantillons. C'est vraiment très poussé comme simulation. Oui, ça permet de tester toute la chaîne, les opérations, les outils, la coordination entre l'équipage et le sol, avant de se lancer dans une mission réelle qui coûte une fortune et qui est très risquée. C'est clair. Donc, au-delà de ces leçons très directes pour les futures missions spatiales, qu'est-ce que Maxime Zaitsev retire de plus large, comme perspective de cette expérience des milieux extrêmes? C'est un point qu'il trouve très intéressant, oui. D'abord, il redit la valeur unique d'Aquarius et de Nemo, cette simulation de haute fidélité, surtout psychologique et opérationnelle, à cause des conséquences réelles. C'est un test incomparable pour les procédures, les technologies et puis les facteurs humains. La compatibilité dans l'équipage, la gestion du stress. Exactement, la prise de décision sous pression. C'est crucial avant de partir loin et longtemps. Mais Zaitsev, il va plus loin dans sa réflexion. Il souligne une sorte d'ironie de notre époque. Laquelle? On met des moyens énormes, financiers, humains, pour aller explorer d'autres planètes, alors qu'une partie gigantesque de notre propre planète, les océans, reste très très mal connue. Il aime dire qu'on vit sur la planète océan. C'est vrai qu'on entend souvent qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. C'est exactement ça. Il parle du point Nemo, ce point dans le Pacifique qui est le plus éloigné de toute Terre sur la planète. Tellement isolé que les humains les plus proches, ce sont souvent les astronautes de l'ISS quand elles passent au-dessus. Incroyable. Plus loin de la terre ferme que l'ISS ne l'est de nous. Ça donne une idée de l'immensité de nos propres zones d'ombre ici même. Et ça l'amène à poser une question fondamentale. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un peu plus d'efforts pour comprendre nos propres abysses? Qui pourrait cacher plein de choses. Des écosystèmes inconnus, des ressources, peut-être des réponses sur l'origine de la vie, avant de se focaliser autant sur Mars ou sur Europe, la lune de Jupiter? C'est une question de priorité finalement. Où est la vraie prochaine frontière? Voilà. Il dit aussi que pour justifier les coûts et les risques énormes de l'exploration spatiale habitée lointaine, il faut un but très très fort, presque existentiel. La conquête ne suffit plus. Planter un drapeau. Peut-être plus aujourd'hui, non? Mais un objectif comme chercher des traces de vie ailleurs, par exemple sous la glace d'Europe où on pense qu'il y a un océan, ça a un pouvoir mobilisateur beaucoup plus grand. Ça touche à notre place dans l'univers. Ou alors il faudrait trouver l'astéroïde en or, comme il dit. Oui, une ressource tellement précieuse que ça justifierait tous les efforts. Sans un pourquoi très puissant, l'aventure spatiale lointaine risque de rester un rêve difficile à réaliser sur le long terme. Une réflexion très intéressante, qui remet les choses en perspective. Pour résumer un peu tout ça, on a vu ce lien incroyable entre les grands fonds et l'espace lointain. Aquarius, les missions Nemo, c'est un terrain d'entraînement unique. Pas seulement pour la technique, mais surtout. Surtout pour confronter les futurs explorateurs à l'isolement et aux dangers réels, des éléments psychologiques clés pour les voyages interplanétaires. Exactement. Et au fond, cette plongée dans les extrêmes, que ce soit sous l'eau ou dans l'espace, ça nous renvoie à nous-mêmes. Comme le suggère Zaitsev, on peut se demander qu'est-ce que ça révèle de nous, cette fascination pour aller toujours plus loin, pour repousser les limites. Notre nature d'explorateur, peut-être? Sans doute. Mais aussi face aux défis immenses ici, sur notre planète océan. Comment arbitrer ou mettre nos priorités d'exploration pour l'avenir? C'est une vaste question qui reste ouverte.